ce matin, que va faire le groupe en autonomie, à votre avis? Du travail. Du travail. On commence par un travail dans quoi? En premier, généralement, Cyrine? De l'écriture. Oui, alors on va pas faire de l'écriture, mais on va quand même travailler dans le cahier bleu. On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Bienvenue dans Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Dans cet épisode, nous allons faire la connaissance d'Evie Laversane, enseignante à l'école primaire des Hauts-de-Vallières à Metz, en Lorraine. Je me présenterai en tant qu'enseignante, ça c'est certain, et une enseignante qui a maintenant quelques années d'enseignement avec des pratiques très diverses et qui a cheminé, transitionné pour adapter ses pratiques, ce qu'elle avait appris à l'école, à la réalité du terrain et de l'école aujourd'hui. Vous allez faire, pour commencer, un travail dans le cahier bleu. Je vous le montre. C'est un petit travail de calcul. Le groupe vert, vous aurez le même travail quand vous serez en autonomie après avoir travaillé avec moi. En effet, t'as dit le groupe vert. Le groupe bleu. Heureusement que Georgine suit mieux que moi. La classe flexible, voilà bien une organisation qu'on voit fleurir dans beaucoup de nos classes. Mais savons-nous vraiment ce que cela sous-tend? Organisation spatiale, mais pas que. Une remise en question de la forme scolaire? Sûrement. Evie nous accueille dans sa classe pour nous faire entrer au cœur de cette organisation. Bonjour Evie. Bonjour. Est-ce qu'il y a eu un moment déclic dans ta vie où tu t'es dit « Ah ouais, c'est ça, je vais être enseignante ». Oui. J'ai enseigné. J'ai enseigné à la maison, plus petit que moi, mes frères et sœurs, et je me suis dit oh, c'est super bien, j'aime bien, je veux faire ça. Je veux faire ça quand je serai grande. Quand je serai grande. Génial. Alors on découvre avec toi aujourd'hui ton organisation de classe flexible. Alors avant d'entrer dans le détail, je veux bien que tu nous donnes à entendre ce que tu mets derrière ce terme classe flexible. Alors, on a beaucoup réfléchi parce que, je dis nous, parce qu'on a transitionné en équipe. Dans mon école précédente, on était plusieurs enseignantes sur plusieurs niveaux, dont une collègue du lycée, donc vraiment avec un public très divers, qui étions arrivés plus ou moins au même constat, à savoir que ça ne fonctionnait pas. C'était trop dur d'avoir tous les élèves en même temps, sur une chaise pendant 6 heures. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on change. Et une fois qu'on a eu changé, on s'est posé pour regarder un petit peu ce qui avait été fait. Et on s'est dit que finalement, ce changement, c'était à la fois plus de flexibilité pédagogique dans l'organisation des apprentissages et plus de flexibilité physique, spatiale pour les élèves. Jolie définition, bravo pour cet esprit de synthèse. Du coup, j'ai une question un petit peu rentre-dedans, mais c'est... une nécessité ou une mode? Alors nous, on a eu besoin de changer. Et on n'est pas parti en se disant je veux faire du flexible. On s'est dit je veux changer ça, j'ai besoin de ça, qu'est-ce que je peux faire? Et ça a mis du temps. Le processus a mis du temps avant qu'on arrive à la forme qu'on lui donne aujourd'hui, qui correspond à nos besoins à nous et qui ne sera peut-être pas la même que celle qu'on peut voir dans une autre classe. Ce que je trouve intéressant, tu vois, dans ta démonstration, c'est que il y a un constat de départ, il y a un besoin de départ, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans sa classe et on se dit ok, qu'est-ce que je fais changer? Et c'est vrai que la réflexion de la classe flexible, elle emmène loin parce que c'est pas seulement un ballon, c'est pas seulement un siège basculant, c'est pas seulement une chambre à air tendue entre deux pieds de chaise. Il y a vraiment une réflexion pédagogique pour répondre aux besoins de nos élèves. Oui, c'est ça. Et tant des besoins physiques, de mouvement, que des besoins d'apprentissage pédagogique. C'est vrai qu'un ballon, c'est une assise flexible, mais ça ne fait pas une classe flexible. Ce matin,
on termine le travail de grammaire, comme je vous avais expliqué. On va donc travailler avec les 3 groupes. Levez la main. Alors, ceux qui sont groupe 1, normalement, vous êtes tous à table. Donc, levez la main le groupe 1. OK. À tes souhaits, Joy. Levez la main le groupe 2. OK. Et levez la main le groupe 3. OK. Pendant que vous êtes en autonomie avec moi, vous allez avoir un travail à faire. C'est la copie de votre leçon. Est-ce qu'il y a des piliers pour toi, justement, à interroger? Il y a un constat. Ma classe, je suis pas satisfaite de la manière dont je fais classe. Je regarde mes élèves et je les trouve pas à l'aise, attentifs. C'est quoi les piliers que je vais interroger? Je dirais qu'il faut repenser le temps, il faut repenser l'espace, il faut repenser ça à l'échelle d'une journée, à l'échelle d'une année. Les deux, c'est évolutif. Et s'interroger sur de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce que je vais aller piocher dans ce qui peut se faire pour avoir une organisation du temps qui permette de maintenir la concentration, une organisation du temps qui permette de mener à bien les apprentissages au plus proche des besoins de mes élèves, de les rendre acteurs de leurs apprentissages, très important, et acteurs de leur journée. Et là, on rejoint un peu l'espace, le mouvement, le corps, c'est-à-dire comment l'espace peut se mettre au service de mes besoins d'enseignement et de leurs besoins dans leur apprentissage, dans leur journée. À t'écouter, il y a quelque chose qui me vient qui est, souvent dans nos classes, quand on commence à avoir 10 ans, 15 ans d'expérience, on se dit « Oh là là, les élèves, ils changent. Avant, ils bougeaient moins. » Et là, de ce que j'entends, c'est qu'à un moment, tu te poses pas la question de comment c'était il y a 10 ans. C'est que les élèves avec qui tu bosses aujourd'hui et maintenant, ils ont des besoins particuliers. Oui, et en même temps, je dirais que chaque génération, on trouve que la génération d'avant était mieux ou moins bien. Enfin, nos parents ont dû entendre ce discours-là, etc. Maintenant, là, moi, j'arrive à l'école en tant que professionnelle. Je suis pas dans mon café au village. Donc, je peux digresser le dimanche midi sur les évolutions sociétales que je vois dans ma classe. Mais concrètement, si je veux remplir ma mission, le travail qui m'est confié, il faut que je trouve des solutions à un problème qui est réel et qui n'est pas la faute des élèves, en fait. Et je ne sais même pas si c'est la faute de quelqu'un, c'est une évolution, point. Redouane et Amir, vous êtes sûrs de vous, l'un à côté de l'autre, pour se concentrer? T'es pas sûr? Peut-être qu'il faudrait échanger. Moi, je pense qu'il faudrait échanger. Vous pouvez essayer, mais dès que j'entends du bruit, je vous sépare. Allez, on rentre dans ta classe, tu nous fais rentrer dans ta classe et tu nous décris. Alors, spatialement, tu parlais du temps, de l'espace et peut-être après de la forme des apprentissages. Commençons par l'espace. Décris-nous cet espace. J'ai un espace qui est vraiment coupé en deux, entre l'avant de la classe et l'arrière. L'avant a des tables, à 12, 13 places assises face au tableau, autour d'un tapis de regroupement, organisé en îlot, mais comme ça se fait dans beaucoup de classes, et qui permet d'avoir vraiment 12 ou 13 élèves vraiment proches de soi, proches du tableau. Et il y a un espace de transition avec du mobilier, alors qui est bien sur les côtés de classe, mais voilà, qui permet d'avoir le matériel dont les élèves ont besoin, puisque mes élèves n'ont plus de casier et leur sac reste en dehors de la classe, pour gagner de l'espace aussi. Donc voilà, j'ai un espace qui permet d'avoir le travail écrit, le matériel dont ils ont besoin, le rangement des cahiers, le rangement des trousses. Et puis un peu encore après ça, il y a un autre espace d'autonomie avec là, pour le coup, effectivement, beaucoup d'assises différentes que les enfants choisissent. Un tabouret oscillant, des ballons, des canapés, des tables plus basses, plus hautes. Ça, c'est l'organisation spatiale. L'organisation du temps flexible, tu la décrirais comment ? J'ai segmenté mon temps en beaucoup plus de petits morceaux pour travailler avec des petits groupes. Parce que oui, la question, si vraiment, comme tout à l'heure on se demandait, les élèves, ils ont changé. Effectivement, la question de l'attention, c'est le nerf de la guerre des enseignants, je pense, partout où on soit. Et pour pouvoir être efficace, on est arrivé à la conclusion que le petit groupe, c'est nettement mieux.
Et c'est bien ce qu'on voit dans les classes, les CP, les CE1 à 12. Hein. Tout à fait. C'est ça, c'est ce qui nous rend efficaces, c'est d'avoir moins d'élèves. Donc on a choisi plus largement de fractionner notre temps en plusieurs petits morceaux pour avoir avec nous toujours un petit groupe, entre 7 et 12 élèves suivant les moments, et un groupe en autonomie. Et du coup, là, on arrive à la question de la flexibilité au niveau des apprentissages. Ça veut dire que sur un même temps, sur un même espace, divisé en plein d'espaces, tu vas proposer différentes activités pour qu'il y ait un roulement et que tu sois assuré d'être avec un petit groupe. Alors, l'outil principal de l'autonomie, c'est le plan de travail. Chez nous, il regroupe 2 choses. Le plan de travail écrit, donc tous les exercices de la semaine, tout ce qui doit être fait dans la semaine est proposé dès le lundi aux élèves. Et là, pour parler de liberté, d'organisation, d'autonomie, je pense que c'est quand même des mots-clés. Et les élèves s'organisent de manière autonome dans leur cahier pour faire leur travail, avec pour seul contrat, vendredi, ça doit être terminé. Et idéalement corrigé. Et voilà. Au moins terminé, tout doit être fait. Qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous êtes en autonomie et que vous avez fini de copier la leçon? Plan de travail. Le plan de travail. Qui n'a pas fini son travail écrit au plan de travail? Levez la main. Okay. Et on a une deuxième partie dans ce plan de travail qui vient sanctionner, montrer le travail qui peut être fait en atelier de manipulation et en centre d'autonomie, qui sont 2 choses un peu différentes mais en même temps très complémentaires. La principale différence, c'est que les centres d'autonomie sont imposés, là où les ateliers de manipulation sont laissés plus au libre choix. On est surtout les CE1 tous en train d'apprendre à quoi servent les ateliers, comment les faire. Alors est-ce que, si les CE1 savent, vous pouvez le dire, mais est-ce que les CE2 surtout pourraient expliquer ce que ça veut dire choisir des ateliers utiles? Amir? Je prends un atelier que j'aime. Oui. Je le fais, je l'écris pas direct dans mon cahier, je dois le faire et après je l'écris sur mon cahier. Oui, tu as raison. D'abord, je dois le faire et après, je l'écris. Parce que sinon, je me retrouve avec des enfants qui écrivent tous les codes d'atelier, mais qui ne les ont pas vraiment faits. Tu nous présentes le type d'activité qu'il y a dans centre d'autonomie et activité de manipulation? Alors, mes ateliers de manipulation, c'est un grand meuble dans lequel il y a plein d'activités sur 4 domaines. Lecture, écriture, maths et grammaire, études de la langue plus largement. Et donc là, les élèves choisissent, en fonction de ce qu'ils ont travaillé, etc., un atelier qui leur convient et qui permet de retravailler ce qui est fait sur la période. Ils ne changent pas de la période. On le prépare en début de période, on le met, il y en a plusieurs, et ils peuvent choisir tourner, sachant qu'on leur demande de faire un atelier de chaque matière dans la semaine. Nos centres d'autonomie sont là à la semaine et viennent chercher des matières transversales, donc découverte du monde, anglais, art, qu'est-ce qu'on peut avoir, espace-temps. Ils sont plus souvent en lien soit avec un travail qui a été fait spécifiquement en classe, donc en anglais, en découverte du monde, ou avec le projet, parce qu'on a toujours un projet annuel. Donc là, par exemple, cette semaine, on a un centre d'art, on fait en art visuel une grande fresque de peinture rupestre. On a laissé des modèles pour que les élèves s'imprègnent, puissent s'entraîner sur du temps libre. Et en découverte du monde, on a toutes des petites cartes de nomenclature sur la préhistoire pour axer le vocabulaire. En fait, ça vient s'additionner aux apprentissages de classe, des choses qu'on n'aurait pas le temps de faire en dehors et que là, ils peuvent retravailler. Oui, et puis dont la forme varie, c'est-à-dire que un atelier de manipulation, tu peux pas avoir 30 fois le même atelier, c'est pas possible. Enfin, voilà, en termes de matériel, c'est pas possible. Oui, c'est ça. N'oubliez pas les centres d'autonomie, les cartes de la préhistoire et les dessins. Vous pouvez vous entraîner, vous savez, à dessiner comme les hommes préhistoriques. Les modèles sont toujours dans le tiroir d'art avec la gommette verte. Et comme on continuera notre fresque la semaine prochaine, c'est plutôt intéressant que vous continuiez à vous entraîner. Parlons de ce terme que tu as utilisé plusieurs fois, autonomie. Tu mets quoi derrière ce terme-là ? Je mets qu'on doit amener nos élèves à être responsables de leurs apprentissages et de leur temps de classe,
à les avoir moins passifs et plus actifs. Ok. À un moment, dans la matinée, tu parles de porte-clés. Pour écrire le titre correctement, je vous rappelle qu'il y a des porte-clés. Mais qu'est-ce donc ? Ah, ça c'est une grande bataille. C'est vrai qu'il faut qu'ils présentent leur travail. Donc ils ont des petits porte-clés pour favoriser justement le fait moi j'ai toujours un groupe avec moi, donc le fait qu'ils me dérangent le moins possible. Il faut anticiper le maximum de choses. Donc tous les titres sont écrits. En fait les exercices sont codés. Donc ils ont dans le plan de travail faire G16 le verbe par exemple. Donc ils vont chercher le tiroir G16 etc. Mais il faut qu'ils y mettent un titre. Donc ils ont des porte-clés qui regroupent les codes et les titres surtout pour les écrire sans erreur, dans un monde parfait. Et voilà, ils ont aussi des mémos pour pouvoir retrouver des petites choses rapidement, l'écriture des nombres, des choses... Ok. Tu proposes à tes élèves aussi du tutorat. Oui, c'est toujours la même chose. Ils ont déjà beaucoup de choses à apprendre les uns des autres. C'est enrichissant pour tout le monde. Et moi, je ne suis malheureusement pas divisible à l'infini, ni moi, ni mon attention. Donc, je ne peux pas donner mon attention à 25 enfants. Par contre, eux peuvent demander à un camarade de l'aide. On travaille sur ce que ça veut dire aider. C'est pas donner la réponse. Et voilà, là, en l'occurrence, j'avais corrigé mes cahiers hier. J'ai vu qu'un enfant n'avait pas compris la consigne de lecture, de l'exercice de lecture. Un autre, je savais, il avait compris, je les ai réunis. Léna, je voudrais que tu ailles voir Imran. Ouf. Là, non, t'as pas fait l'exercice. Je réfléchis à quelqu'un qui a fait l'exercice et chez qui il est fait correctement. Imran ou Brian, pour lui demander de te réexpliquer ce qu'il faut faire en lecture. L'exercice de lecture, tu n'as pas compris la consigne. Je l'ai vu quand j'ai corrigé. Ils ont le droit d'aller demander de l'aide, même si le travail est trop difficile. Ils ont un petit tampon avec aide. Ils doivent tamponner leur travail et écrire qui les a aidés. Moi, ça me permet de savoir que ça n'a pas été fait seul et eux, ça leur permet de ne pas rester coincés face à un travail. Ok. Alors, tu utilises la lumière. C'est un outil pédagogique. J'allume la lumière, ça veut dire qu'on se met au travail. Oui, il faut le temps est morcelé, mais il faut que ce soit morcelé pour eux. Donc j'ai un timer qui me sert aussi beaucoup à moi, à timer un petit peu mes groupes. Je ne m'y fie pas, voilà, on ne s'arrête pas à la seconde où il sonne. Par contre, pour moi, comme pour les élèves qui vont venir ensuite, ça permet de se dire « Ah là, ça va être à nous. Il nous reste 5 minutes et ça va être à nous, ou 2 minutes. » La lumière, elle vient en complément de ma voix, de mes changements, de mes déplacements dans la classe, pour indiquer aux élèves qu'on a des temps de transition, qu'on est sur un moment de transition et de changement de groupe. Donc concrètement, ce que je fais, c'est que j'éteins ou je demande d'éteindre la lumière au moment où je dis « Ok, j'ai fini avec tel groupe, j'appelle tel groupe ». Les enfants peuvent se déplacer, c'est un moment où il y a plus d'effervescence, plus de mouvement. Et quand je rallume la lumière, c'est que j'estime qu'ils sont prêts à se poser, à être au travail. Ils ont choisi leur place aussi, parce que ça prend un peu de temps de se mettre d'accord, de choisir sa place. Et que j'attends d'eux le calme et le silence pour que je puisse travailler avec le groupe avec lequel je suis. Un joli outil, moi, que j'avoue ne jamais avoir utilisé, et c'est très inspirant de te voir utiliser cette lumière comme outil pédagogique. Et dis donc, on écrit sur les tables chez toi? Ah oui, mais avec des stylos qui s'effacent. Mais ça, c'est rigolo. Quand c'est rigolo, c'est plus intéressant. C'est quoi comme stylo? C'est quoi? C'est des Woody ou des trucs comme ça, non? Oui, ce sont des Woody avec lesquels eux peuvent écrire, permet de travailler en groupe. Qui peut me nettoyer les tables sur lesquelles il y a de l'écriture? Le relais, fais-le. Par contre, s'il te plaît, t'as pas besoin de mettre beaucoup mouillé. Un petit peu d'eau, ça suffit. Allez, on sort de l'organisation de ta classe. Tes élèves, quand ils sont dans ta classe et qu'ils regardent par la fenêtre, ils voient quoi? Ils voient des arbres et des petits écureuils. Oh, mais c'est trop bien, dis donc. Pourtant, tu es en ville. Oui, je suis en ville, mais on est tout en haut de la colline. Et sur la colline, il y a beaucoup d'arbres et beaucoup d'écureuils qui ne sont pas du tout farouches, qui viennent parfois traverser la cour de l'école. Concernant cette organisation de classe flexible, hormis le temps d'investissement en début d'année pour expliquer le fonctionnement, réguler les comportements, pour toi, ça leur apprend quoi à tes élèves et qu'ils repartent avec quoi?
de ta classe? Avec plus de liberté, plus de responsabilité, plus effectivement d'autonomie. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et ils sont vraiment plus acteurs de leurs apprentissages. Ils prennent en charge leurs apprentissages. C'est important, hein. C'est très important parce que... alors déjà, ils ne sont pas toujours forcément accompagnés à la maison. C'est important que rapidement, ils sachent que c'est eux. Et voilà, c'est leur travail. C'est leur métier d'élève aussi de suivre un petit peu ça. Et puis, l'idée que c'est pas toujours la carotte et le bâton. C'est utopique, hein, on en est forcément encore là parce que ça vient aussi avec de la maturité, mais que voilà, la liberté, elle existe, ils peuvent la voir, qu'il y a des matins où on n'a pas envie et c'est ok, mais par contre que forcément, il faudra qu'on ait fini vendredi. Donc si lundi matin, j'ai pas envie et que je vais lire, ce qui est possible, je vais devoir mettre les bouchées doubles mardi, jeudi, vendredi. Vous choisissez des ateliers que vous aimez, j'ai pas de souci, mais est-ce que c'est juste pour jouer? Non, ça sert à quoi, Léonie? Ça sert à travailler. Oui, à s'entraîner. C'est aussi une manière d'apprendre. Une difficulté particulière à la mise en place d'une classe flexible? Oui, on va pas se mentir, il faut que ce soit progressif, il faut savoir ce qu'on attend d'eux, il faut savoir où on va dans notre temps, dans notre espace, dans les attendus, pour qu'on puisse travailler dans un climat de classe serein. J'ai rarement le grand silence, le grand calme. En revanche, j'essaye tout de même d'avoir une ambiance de classe où on peut travailler. J'y tiens beaucoup, je veux qu'ils puissent se concentrer, je veux qu'ils respectent les autres et le travail des autres aussi. Et ça ne se fait pas en un jour. Et c'est difficile, mais ça reste possible, il faut être patient. Ok. Allez, une question en contrepoint. Qu'est-ce que n'est pas une classe flexible? Ce n'est pas une classe où on maîtrise tout, où on contrôle tout. C'est une classe où on lâche prise. Un peu. On essaye. Très bien. Vous allez en autonomie. Vous laissez ardoise faute d'ardoise. Je vous rends par contre votre matériel. Groupe 3, c'est à vous. Comment tu rassurerais ceux et celles qui auraient envie de se lancer? Prenez votre temps. C'est vrai que souvent, on a des jeunes collègues qui veulent faire. Et je comprends, mais il faut d'abord peut-être, malgré tout, passer par ce que c'est que la classe ordinaire, ce qui est attendu d'un élève, ce qui est possible d'attendre d'un élève, et d'aller progressivement vers, voilà, je mets peut-être d'abord des ateliers. Rome ne s'est pas faite en un jour, notre classe non plus, et celle des autres non plus, et ça va évoluer, on évolue tout le temps en fait. On ne peut pas tout faire et c'est difficile, coûteux en temps, en énergie. Il faut se laisser le temps. Il n'y a pas d'urgence. Non. Merci beaucoup, Evie. De rien, avec plaisir. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.